Voilà, merci mesdames et messieurs, je suis Dieudonné Kassongo à la présentation de cette émission, bien entendu, Éco Libre Expression. C'est une émission ici qui se passe à chaque fois sur la radio de la femme. Et aujourd'hui, nous allons débattre notre nouveau numéro avec notre cher invité. Nous avons l'honneur de recevoir un invité pour ce dimanche 17 mai 2026. Et l'invité en soi, c'est Monsieur Jacques Kahenga. Il est enseignant à l'Université d'Académie. Et aussi, il est vice-coordonnateur de la fondation Sandra Cash. Fondation Sandra Cash depuis Kinshasa. Mesdames et messieurs, restez toujours scotchés, branchés. Et aujourd'hui, nous allons devoir débattre notre nouveau numéro dans l'éco libre expression. Voilà, merci. Tel que je vous l'ai dit, nous sommes dans notre émission Éco Libre Expression. C'est une émission ici à la radio de la femme. Elle en a 6.8 FM. J'espère que vous êtes tous scotchés en train de nous suivre. Et aujourd'hui, nous allons bien sûr parler d'un sujet qui touche presque toute la communauté de la province du Tanganyika. Et le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui, nous allons parler du chômage et éducation, les défis sociaux de notre société. C'est ça notre sujet, mesdames et messieurs, les chômages et l'éducation, les défis sociaux de notre société. Pour en parler, nous sommes en direct avec Monsieur Jacques Kahenga. Il est, tel que je vous l'ai dit, au sommaire qu'il est enseignant à l'Université d'Académie et aussi il est vice-coordonnateur de la fondation Centre Cash. Il est avec moi en direct. Et si vous voulez contribuer avec moi dans cette émission, les numéros c'est les 082 80, 082 068 099 6 082 068 099 6. Voilà notre numéro et l'émission Éco Libre. Vous allez voir que l'Éco Libre ici, c'est une tribune où la voix des peuples résonne sans filtre. Et aujourd'hui, nous accordons un thème crucial qui touche directement la vie de tout le monde là, parce que nous savons tout ce qui est l'éducation et les chômages, ça marche des pairs. Les jeunes aujourd'hui étudient. Est-ce que vraiment tous ceux qui étudient, est-ce qu'ils ont du boulot? Est-ce qu'ils sont occupés? Voilà notre sujet dont nous allons débattre ensemble avec moi, Dieudonné Kassongo, et notre cher invité spécial de ce dimanche, Jacques Kahenga. Voilà pour passer à notre première partie de cette émission, parce que notre émission est en deux volets. Les premiers volets, nous allons parler du chômage, et les deuxièmes volets, nous allons parler, bien entendu, de l'éducation. Voilà, pour passer directement à notre première partie de cette émission qui parle du chômage. Nous avons quelques questions dont nous allons bien sûr poser à notre invité. Avant tout, lui-même d'abord se présenter d'une manière ou d'une autre, parce que moi, j'ai juste que la casquette d'un enseignant, peut-être aussi président, soit vice-coordonnateur de la fondation Sandra, peut-être aussi lui-même, il peut avoir d'autres aussi spécificités par rapport à sa vie courante. Et voilà, Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné Kassongo. Voilà, vous êtes bienvenu dans notre émission Éco Libre Expression. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Est-ce que les auditeurs aussi peuvent aussi vous comprendre, à part les casquettes dont je vous ai présentées? Est-ce qu'il y a d'autres aussi que j'ai pu peut-être oublier? Merci, monsieur Dieudonné Kassongo. Jacques, je suis enseignant à l'Université de Calémie, à l'École de santé publique. Je suis le vice-coordonnateur de la fondation Sandra Cash, qui est abrégée comme FONSAC dans la province du Tanganyika, après M. Tamwe Malobanaz, qui est notre coordonnateur provincial. Et je suis aussi un acteur dans le secteur de la santé. Je suis personnel dans cliniques universitaires des Calémie. Voilà ce que je peux en dire en bref comme ma personnalité. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, nous avons compris quelques casquettes de l'invité aujourd'hui de ces nouveaux numéros Éco Libre Expression. Voilà, vous avez tous compris notre sujet. Je crois que monsieur Jacques, vous avez compris le sujet dont nous allons aborder pour cette matinée. Bien sûr, nous parlons du chômage et nous parlons également de l'éducation. Et l'éducation et le chômage, est-ce que les défis sociaux pour notre société, selon vous, monsieur Jacques, pour la première partie, est-ce que vous pouvez un peu, qu'est-ce que vous pouvez nous définir ici par rapport au chômage? Les auditeurs doivent comprendre comment par rapport au chômage. Oui,
pour ne pas être beaucoup plus pédagogique, Oui. je voulais partir dans la simple significativité du terme. On peut en parler du chômage juste de la personne qui n'a pas de travail ou qui a un travail qui n'est pas suffisant. Parce que chômer, ça ne veut pas dire manquer à faire seulement, mais aussi on peut faire ce qui ne correspond pas à votre profil et on peut se classer comme un chômeur ou insuffisance du travail qu'il faut pour la personne pendant qu'il en a l'obligation d'avoir les ressources qui permettront à ce qu'il puisse vivre une vie de ses rêves. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons compris au moins ce que signifie les chômages. Nous avons avec notre invité ici qui nous a bien facilité et tous nous avons compris c'est quoi les chômages. Voilà, mais c'est ça que vous allez comprendre avec moi qu'aujourd'hui la province du Tanganyika et généralement aussi dans notre pays RDC, les jeunes se disent à chaque fois au Congo il n'y a pas du boulot et vous allez voir que lorsque nous allons entamer notre deuxième partie de cette émission qui parle de l'éducation, vous allez voir que les jeunes finissent presque chaque année, nous enregistrons des diplômés. Et aujourd'hui, pour votre information, cette année, donc les finalistes sont plus de 1000, je dis bien, sont plus de 1000, et à chaque fois sont toujours diplômés, mais est-ce que tous ces finalistes, soit tous ces diplômés, est-ce qu'ils ont des occupations par rapport à leur vie et par rapport aussi à leurs rêves? C'est dans cette émission que nous allons tous voir tous ces problèmes-là qui cadrent avec l'éducation et bien entendu aussi du chômage. Voilà. Selon ce que vous venez de nous dire, bien sûr, par rapport au chômage, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qui peut favoriser, soit quelles sont les principales causes qui peuvent favoriser les chômages aux vies des jeunes? Parce qu'ici, quand nous parlons de cette émission, nous faisons aussi, nous mettons un accès particulier à notre jeunesse qui est confrontée par rapport à tous ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous enregistrons que tant de jeunes, ils n'ont pas d'occupation et voilà pourquoi il y a des jeunes qui se lancent dans des vols, il y a des jeunes qui, bon, dans des groupes qui n'ont pas d'éducation. Et là, ça prouve qu'il y a du chômage dans notre province, dans notre pays. Et selon vous, qu'est-ce qui peut être à la base, soit les causes profondes du chômage dans notre milieu de vie, M. Jacques? Oui, c'est un concept multisectoriel Oui. qui demande beaucoup plus d'analyse pour se recadrer ou avoir de soubassement pour les classer et déterminer les axes qui font à ce qu'il y ait du chômage dans la plupart de la jeunesse dans notre environnement et surtout dans la ville de Kalemi et province d'Anganika. Le chômage en soi est caractérisé par plusieurs thématiques, mais moi ici, je voulais beaucoup plus confirmer l'incohérence entre les exigences actuelles de la vie et nos systèmes éducationnels. C'est-à-dire la manière dont nous sommes en train de produire les intellectuels et les exigences de notre environnement, de la vie actuelle, il y a de l'incompatibilité. Et cette incompatibilité pousse à ce que les jeunes n'arrivent pas à être occupés dans la société telle qu'il est faut. Est-ce que bon, vous parlez de l'incompatibilité, est-ce que vraiment vous êtes sûr que tous les jeunes ici sont vraiment incapables de faire aussi, soit c'est-à-dire c'est pas une question de l'intelligence ou carrément vous parlez de quoi par rapport à l'incompatibilité? Oui, ce n'est pas de l'intelligence parce qu'il y en a toujours des Oui, parce que cadres. vous parlez de Non, l'incompatibilité non, là, non, non, non. c'est-à-dire les jeunes sont incompétents de faire Non, non, des. l'incompatibilité est sur base des exigences Oui. du travail et les systèmes d'enseignement. Si on pourrait parler de l'intelligence, il y a des jeunes qui finissent l'université avec des distinctions. Ah Et oui. quand on finit avec distinction, c'est-à-dire on est quand même intelligent à l'université, vous avez reconnu comme quelqu'un d'intelligent. Mais de l'incompatibilité, c'est ce que la société nous demande de fournir comme effort et ce qu'on nous enseigne dans des institutions. Par exemple, je peux revenir sur notre système éducationnel, même l'humanité. Nous en avons un système nous légué par les Belges qui nous sommes en train encore d'étudier jusqu'au jour d'aujourd'hui, les histoires de Diego Cao et autres, pendant que la société tend vers l'innovation et changement. Donc nous devons maintenant vivre selon le secteur des productions aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous oblige de faire
Et nous avons un système d'enseignement qui reste toujours basé sur la formation des bureaucratiques, les bureaucrates. Et quand on a les bureaucrates qu'on est en train de former, pendant qu'on a besoin aujourd'hui des gens qui sont plus actifs dans le secteur d'activité, de différents secteurs d'activité. Et c'est là pour ça qu'on puisse retrouver des sérieux problèmes entre l'employabilité et l'effectif des gens qu'on est en train de produire sur terrain. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec notre invité qui nous parle du chômage et bien aussi de l'éducation. Je vous rappelle que c'est M. Jacques, il est enseignant à l'Université d'Académie, bien sûr, vice-coordonnateur aussi de la Fondation Sandra. C'est lui avec qui nous parlons dans cette émission, bien entendu, libre expression, éco-libre expression. Voilà, nous avons abordé notre première question qui parle de cause principale. Et nous avons compris ici, notre invité, monsieur Jacques, s'est focalisé sur l'incompatibilité par rapport à la vie courante que peut-être les jeunes aujourd'hui font face. Et si on peut passer à notre deuxième préoccupation, monsieur Jacques, est-ce que vous êtes en train d'observer aussi avec moi que chaque année dans notre système éducatif, presque chaque année, on enregistre plusieurs diplômés. Et comment vous observez tous ces diplômés-là, mais sans emploi, selon vous, et par rapport aussi à votre analyse, parce que chaque année, l'année passée, on avait produit plus de 1000, et l'année antérieure, plus de 1000, et toujours les chiffres qui est supérieur à 1000. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de voir que les finalistes sont plus à 1000. Est-ce que tous ces diplômés-là qui sont dans la vie d'académie, est-ce que vraiment sans emploi, qu'est-ce que ça va nous aider, nous, dans notre société, monsieur Jacques? Oui, c'est ce que je disais bien avant. Oui. Quand vous voyez la manière dont nous sommes en train de produire les éléments sur le secteur éducationnel et l'espace d'occupation. L'espace d'occupation, c'est-à-dire l'employabilité, la possibilité de les employer, la possibilité de leur donner du travail. Quand vous faites l'écart, par exemple, je vous prends l'exemple, vous produisez par exemple 300 avocats, 300 maîtres l'année académique, et vous avez combien d'espace où on peut engager des maîtres? Il y a des maîtres qui ont des cabinets il y a 30 ans, 50 ans, et qui sont en train de travailler, qui ont déjà une personnalité juridique et qui ont de confiance dans la communauté. Comment est-ce qu'on peut prendre un si jeune avocat et lui donner du travail, lui donner des plaidoyers, pendant qu'il y a un chevronnier qui peut gagner facilement, qui a déjà des connaissances et de ceci. Ce qui fait à ce qu'on manque facilement la possibilité de trouver du travail. Je vais prendre l'exemple de la pédagogie. Il y a combien d'écoles primaires, secondaires, et on produit combien d'enseignants? Et il y a ceux qui sont chevronnés qui travaillent là-bas, et l'école ne peut compter que 6 unités, si on peut dire ainsi. S'il y a 6 unités, comment est-ce que le jeune diplômé viendra détrôner cet ancien qui travaille pendant qu'il n'est pas encore parti, il n'est pas encore arrivé à l'âge de retraite. Il n'est pas encore retraité, il doit travailler parce que son droit aussi, ça ne veut pas dire... Est-ce que, M. Jack, est-ce que l'État ne contribue pas à tous ces cas ici dont nous sommes en train de vivre? La contribution de l'État dans les négatifs du manque de travail, peut-être pas du tout significatif. On ne peut pas ne pas déresponsabiliser. On ne peut pas expliquer parce que c'est l'État aussi qui doit prendre aussi des précautions par rapport à tout. Parce qu'à chaque fois, si le système éducatif produit chaque année les diplômés et sans emploi, ça nous perturbe au moins. Oui, on ne peut pas ne pas déresponsabiliser aussi complètement l'État dans ça, mais aussi la part individuelle, la part de la population. C'est pourquoi vous verrez même dans les échanges, je pourrais vous démontrer comment est-ce que dans notre association Sandracash Fonsac, nous sommes en train de réfléchir, de raisonner comment est-ce que nous devons appuyer l'État aussi dans ces histoires pour y arriver à donner notre appui dans ce secteur pour éliminer le chômage et aussi aider aussi les gens à être, à devenir importants ou utilisables dans la communauté. Et si on se remet toujours à l'État, on finira à ne pas faire quelque chose parce que nous devons aussi apprendre à grandir et à vivre dans l'informel et aussi produire plus et être autonome beaucoup plus.
C'est-à-dire ici, est-ce que la formation professionnelle ne contribue pas aussi, est-ce que c'est pas un facteur qui favorise aussi le chômage dans notre milieu de vie? Parce qu'ici, aujourd'hui, les jeunes, bien sûr, vous avez parlé là de la pédagogie, les jeunes qui étudient et ils finissent, et nous avons que 6 unités au niveau de l'école. Est-ce que aussi, si les jeunes là se lancent aussi dans d'autres formations professionnelles, peut-être apprendre aussi les métiers qui vont leur aider, peut-être, parce qu'aujourd'hui, si un jeune espère juste donc être dans un milieu public, ou soit être embauché quelque part dans des ministères publics, des histoires comme ça, et ça peut un peu bloquer la personne parce que peut-être il n'a pas de connexion pour un peu aboutir à ses rêves. Est-ce que aussi vous ne voyez pas que la formation professionnelle ici peut être un facteur qui peut favoriser aussi les chômages dans notre milieu de vie? Oui, c'est ce que je disais sur l'incompatibilité de la formation et les exigences du terrain. Ok. Aujourd'hui, nous avons un système éducationnel qui nous oblige toujours à faire l'université. À faire l'université, quand vous terminez la pédagogie, vous terminez commercial, vous terminez nutrition, vous êtes obligé de faire l'université. Ok. Et l'on produit plus de cadres universitaires. Et quand on a des cadres universitaires, c'est-à-dire tout le monde cherche toujours à avoir un travail de qualité et ça devient un sérieux problème. Si l'on pouvait aussi commencer à réfléchir sur l'introduction des autres secteurs tels que le professionnalisme, à préparer la jeunesse à être autonome dès l'humanité, vous vous rendrez compte qu'on va aider facilement notre pays à se développer. C'est par exemple, quand vous voyez, il y a peu des institutions, on peut retrouver des options telles que coupe-couture, telles que maçonnerie, telles que électricité, telles que Mécanique générale. mécanique générale, pour permettre à ce que les enfants, les jeunes garçons, les jeunes adultes puissent être autonomes dans la construction. Par exemple, ils peuvent commencer à nous bâtir des édifices, des maisons, et les gens peuvent avoir cette possibilité de main-d'œuvre et aussi la possibilité de trouver du travail et garantir aussi les familles telles que nous constatons des difficultés de se retrouver indépendants pendant cette formation scientifique qu'on nous donne. Voilà, mais c'est ça que je vous ai dit ici en parlant de la fondation Sandra. Vous avez dit, est-ce que il y a des moyens, peut-être vous avez besoin peut-être d'aider le gouvernement à réduire aussi les cas, soit à contribuer favorablement à la réduction de tous ces cas ici du chômage au niveau de notre pays. Quelles mesures dont vous préconisez par rapport et comment y atteindre? Parce qu'arriver au niveau, à éradiquer bien sûr les chômages, soit la fondation elle-même ici, est-ce que peut au moins trouver une solution concrète par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire, et si est seulement si vous impliquez aussi au niveau national peut-être aussi pour voir comment le gouvernement doit mettre en application les mesures dont la fondation peut-être pourra transmettre. Merci de donner Kassongo. Je voulais souligner quelque chose. Avec la Fondation Sandrakash, ce n'est pas une vache laitière. Okay. Voilà, je voulais dire, on n'est pas là pour venir finir les problèmes de la communauté, Oui. mais la Fondation Sandrakash, c'est une fondation qui va s'appuyer sur le bien-être de la communauté, la proximité avec la communauté, essayer de comprendre les problèmes de la communauté, essayer de guider cette communauté, comment s'en sortir dans des problèmes, parce que nous avons beaucoup plus les intellectuels, les cadres, commençant par la fondatrice, la visionnaire Sandra Kash, que je suis allé en passant. C'est une dame de valeur, une avocate d'affaires, qui a la volonté de vouloir démontrer la population, de vouloir comprendre la population et orienter la population. C'est pour ça, nos activités, nous allons aider la population à comprendre c'est quoi la vie, et nous allons aussi comprendre la population, ce qu'ils ont comme difficulté, afin de porter haut la voix de cette communauté dans des difficultés. Nous sommes très touchés par la volonté et les douleurs de la population, et nous ferons le tout possible avec cette fondation par la volonté de la fondatrice Madame Sandra Kash, qui fera à ce que la population, par exemple cette population de Kalemi, de la province de Tanganyika, se retrouve heureuse au moins d'avoir une dame de volonté, une dame qui voudra à ce que les choses marchent en avant tout en comprenant les difficultés
et appuyer cette population dans les œuvres qu'il faut. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans notre émission Éco Libre Expression. Je suis Dieudonné Kassongo qui présente à chaque fois l'émission. Et nous avons l'honneur ici de recevoir M. Jacques Kahenga. Il est vice-coordonnateur de la Fondation Centre Akash. Et nous sommes en train d'aborder notre sujet qui parle du chômage, éducation. Est-ce qu'un défi pour notre millier de vies et surtout dans notre province du Tanganyika et en général notre pays RDC. Voilà pour un peu finir avec cette première partie parce que je vous ai dit que notre émission est en deux volets. Donc, le premier volet, nous parlons du chômage et le deuxième volet, nous parlons ici de l'éducation. Pour finir un peu avec notre première partie du chômage, nous avons ici demandé à notre invité, maintenant, au vu de tout ce que nous venons de parler là, parce que nous avons dit ici que l'État ne contribue pas suffisamment donc au chômage, peut-être ici, selon vous, c'est-à-dire jeune lui-même n'est pas en mesure de se faire échapper dans tout ce que nous allons pu parler ici, soit n'a pas cette volonté d'apprendre aussi, soit de faire aussi des métiers en dehors de celle de l'État. Et ici, c'est-à-dire, si je vous comprends, j'ai résumé dans tout ce que vous parlez, c'est-à-dire c'est la jeunesse qui est au centre de tous ces problèmes ici du chômage dans notre vie quotidienne. Et maintenant, selon vous, vous êtes analyste, M. Jacques Kahenga, et aussi vous êtes aussi scientifique. Quelles sont les pistes de solutions peut-être que vous pouvez préconiser tant pour la jeunesse et aussi peut-être pour les gouvernements? Parce que moi, je suis en train de voir que le gouvernement aussi doit nous aider à comprendre aussi certaines réalités qui se passent dans notre milieu. Parce que aujourd'hui, quand nous nous rendons au niveau de il y a des entreprises quand même chinoises mais qui fonctionnent. Est-ce que pourquoi ne pas aussi développer ces stratégies dans plusieurs provinces ici pour un peu prendre aussi les jeunes, les intégrer dans des histoires pareilles et ça pourrait peut-être aussi contribuer au chômage, à l'éradication du chômage parce que quand on attend des boulots, tant des services et aussi les jeunes aussi doivent se lancer dans des histoires comme ça parce que si aujourd'hui nous enregistrons les jeunes qui n'ont pas du boulot, les jeunes qui sont malfaiteurs aujourd'hui, qui sont des délinquants, c'est parce qu'aussi il n'y a pas d'autres portes où les jeunes doivent suivre aussi pour avoir au moins une vie, peut-être aussi passer des périodes, des moments avec ça. Et voilà pourquoi les gens se lancent aussi dans des vols, dans des trucs comme ça. Maintenant, selon vous, au vu de tout ce que vous venez de parler là, vous pouvez préconiser quelles pistes de solutions pour la jeunesse et aussi pour notre gouvernement pour que ces nouveaux, bien qu'on ne peut pas résoudre tous ces cas, on ne peut pas, vous aussi étant coordonnateur de la Fondation Centre, vous ne pouvez pas éradiquer tous ces problèmes. Maintenant, vous pouvez aussi préconiser quelques pistes de solutions. Peut-être les jeunes, celui qui nous suit maintenant là, s'il en tire bénéfice de ça et peut-être aussi sauvé par rapport à tous ces cas dont nous parlons du chômage. C'est rapidement là pour passer à notre deuxième partie. Oui, vous comprendrez avec moi, M. Dieudonné, que les pistes de chômage, ce n'est pas quelque chose qu'on peut finir par l'exigence ou la volonté unilatérale. Unilatérale, c'est-à-dire ce n'est pas l'État lui-même qui peut décider pour mettre fin au chômage ou encore moins la jeunesse elle-même qui peut décider de mettre fin au chômage. Et pour ne pas aussi dire que Centre Akash pourra devenir une structure de mise au point ou de finalité du chômage, c'est un problème qui demande l'interconnexion entre les différents secteurs, entre l'État, la jeunesse et les structures d'appui telles que les fondations, les ONG, qui peuvent aussi donner leur contribution. En commençant par la jeunesse. La jeunesse, je suis en train de discuter constamment avec la jeunesse. Des fois, je fais même des focus group. Parce que vous êtes aussi jeune pour ne pas vous Oui, intégrer. oui. Je fais des focus group avec la jeunesse, avec les jeunes. Des fois, en discutant avec les jeunes, vous comprendrez que tout le monde a toujours des rêves de faire l'université. Et pendant qu'on sait que dans des concepts, il y a les dictons, que l'université n'est pas fait pour tout le monde. L'université n'est pas fait pour tout le monde, ça veut dire c'est réservé à des catégories purement intellectuelles. Il faut voir votre quotient intellectuel pour faire l'université. On a aujourd'hui les gens qui finissent l'université qui ne peuvent pas avoir cette possibilité de représenter sa personnalité. C'est pourquoi l'acceptabilité des formations professionnelles permettra à ce que cette jeunesse-là trouve du travail.
il y a des gens qui ont des atouts. Il y a des enfants qui ont des atouts. Quand vous regardez une jeune fille, quand elle vous fait des coutures, tu peux voir, c'est une dame qui peut devenir une modéliste, qui peut faire quelque chose. Mais elle a toujours tendance à aller faire l'université. Imaginez, l'incohérence peut-être, elle vous présente des atouts dans la couture, mais elle veut faire par exemple le droit. Ce qui veut dire qu'elle n'aura pas cette possibilité de combiner les deux, ce qui devient un sérieux problème. C'est pourquoi nous devons réfléchir avec cette jeunesse, nous devons accompagner cette jeunesse telle que la Fondation Sandraka s'est fait les illusions, c'est donné comme objectif d'accompagner cette jeunesse dans la compréhension des détections de ses atouts. J'ai quoi comme atout? Je peux faire quoi dans ma vie? Et on ne peut pas devenir riche parce qu'on a fait l'université. Tout le monde peut devenir riche. Non, non. C'est ce qui cause beaucoup plus de problèmes parce que l'on pense toujours qu'on deviendra riche parce qu'on a fait l'université. Ce qui est vraiment quelque chose à détruire dans les concepts, dans l'imaginaire de la jeunesse pour les faire comprendre qu'on peut devenir riche tout en étant sérieux dans tout ce qu'on fait. Et aussi l'État dans l'appui, par exemple, dans l'appui administratif, technique, le fait de donner de l'espace de liberté à celui qui présente ses atouts, à celui qui présente une volonté de faire quelque chose acceptable dans l'environnement, vous pouvez lui accorder cette facilité. Par exemple, diminuer les taxes, par exemple, lui permettre, donner de l'espace. Par exemple, comme nous là, nous sommes en train de réfléchir sur l'introduction de infrastructures éducationnelles qui peuvent aider la jeunesse dans l'éducation professionnelle. Est-ce que l'État peut nous accompagner, peut nous donner de l'espace où on peut construire les écoles, on peut construire les hospices de vieillards, on peut construire les orphelinats tels qu'on pense, et tel qu'on a besoin d'appuyer dans le secteur de la santé. Est-ce qu'on peut avoir de l'espace pour construire une structure sanitaire digne de ce nom-là? C'est pourquoi l'État aussi a l'obligation d'appuyer les jeunes qui rêvent, les fondations qui ont la volonté de faire grand chose et d'aider aussi à assouplir le poids que l'État est en train de subir dans toute la population de la province de Tanganyika et surtout de la ville de Kalemi. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'était Monsieur Jacques. Je vous souligne que c'est les vice-coordonnateurs de la Fondation Sandra. Voilà, c'était notre première partie de cette émission Éco Libre Expression dont nous parlons du chômage et de l'éducation. Merci. Ici, je comprends un message fort ici, c'est l'acceptabilité des formations professionnelles par les jeunes. Ça peut être quelques pistes de solutions pour résoudre un peu des situations du chômage dans notre vie quotidienne. Merci. Mesdames et messieurs, notre contact c'est les 082 068 099 6. Si vous avez aussi besoin de contribuer à cette émission, posez votre préoccupation. Voilà notre numéro 082 068 099 6. Voilà, nous finissons avec cette première étape qui parlait du chômage. On prend un peu une petite pause musicale ici pour un peu retourner avec notre dernière partie de cette émission qui parle de l'éducation. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes du retour dans ces beaux cadres de cette émission, bien entendu, Éco-Expression Libre avec Dieudonné Kassongo qui vous présente cette émission. Et je vous signale que nous sommes avec notre cher invité, Jacques Kahenga. Il est enseignant à l'Université de Kalemi, bien aussi vice-coordonnateur de la Fondation Sandra Cash depuis la province du Tanganyika. Voilà, on a fini avec notre première partie qui parlait du chômage. Et là, directement, nous entamons notre deuxième partie et on n'a pas suffisamment du temps. Mais nous allons aller, comme d'habitude, pour un peu mettre point à notre sujet. Voilà, messieurs Jacques, nous sommes dans notre deuxième partie. Et avec cette partie, nous parlons maintenant de l'éducation. Je vous ai dit ici que chaque année, on produit les diplômés dans plusieurs sections. Bien sûr, mécanique, nous parlons ici de la pédagogie littéraire, presque plusieurs sections ici, nous produisons de diplômés et généralement sans emploi. Et maintenant, selon vous, quelles sont les, vous analysez quelles sont les principales causes
de ces problèmes ici dont nous parlons de l'éducation. Et avant de parler de ces causes, ici vous pouvez un peu nous faire quelques états actuels de notre système éducatif de la RDC, comment est notre système. Et je vous souligne que vous êtes aussi, vous faites partie de ces systèmes éducatifs parce que vous contribuez, vous êtes aussi enseignant. Donc, vous pouvez aussi analyser avec nous comment est notre système éducatif de la RDC avant de passer dans d'autres questions qui vous seront peut-être posées après avoir répondu à cette première préoccupation de notre deuxième partie de cette émission Éco Libre Expression. Oui, vous savez, Monsieur Dieudonné, Oui. on est si jeunes enseignants, Oui. si jeunes enseignants à l'université, des Bon, fois. c'est pas question Oui, oui, de jeunes, oh, non, 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 non. les notions. Non, non, je ne suis pas en train de parler de la jeunesse sur l'aspect compétence. Okay. Je suis en train de parler de jeunesse sur l'âge qui fait à ce que nous y soyons les acteurs qui peuvent comprendre facilement les problèmes de cette formation et de notre préparation à la vie professionnelle, même aussi cette possibilité de l'employabilité. Et le problème, c'est quoi? Si on fait l'analyse beaucoup plus abrégée, je peux dire synthétique de notre système éducationnel, on se rend compte que nous avons un système obsolète, ce qui peut dire nous avons encore le système nous légué par les colons. Et quand nous étudions encore un système légué par les colons, cela fait à ce que nous ne puissions plus être en mesure de répondre aux exigences de notre société. C'est par exemple, vous avez encore les histoires, vous étudiez Dego Kao comme celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo pendant qu'il a trouvé les gens au niveau de l'embouchure. On se pose la question, il en a découvert pour qui? Pendant qu'il y avait des gens là-bas. Et c'est ça le problème. On doit revoir notre système éducationnel. On doit restructurer le système d'enseignement pour informer les options qui sont nécessaires selon les demandes, selon les exigences de notre environnement. Par exemple, littéraire. On finit diplômé d'état littéraire, latin philo. Vous avez fini en latin philo, vous allez faire quoi? Vous avez terminé en pédagogie générale, enseignant. D'ici là, même le système éducationnel, à l'école secondaire, on commence à exiger, il y a un terme, les sous-qualifiés. Il faut avoir un diplôme universitaire. Mais quand vous terminez 6e secondaire, HP, vous allez faire quoi? Vous êtes obligé d'aller à l'université. Et encore pour venir, ça devient un sérieux problème. On devrait revoir sur la formation, sur les options et rechercher la conformité entre les exigences actuelles et les systèmes éducationnels pour permettre à ce que tous ces jeunes qui vont finir les études aient une possibilité au moins de trouver de l'emploi qu'il faut selon leur niveau d'études. Voilà, merci. Là, c'est selon Messie Jacques, selon aussi l'analyse par rapport à notre système éducatif. Mesdames et messieurs, nous sommes dans notre émission. Voilà notre numéro. Si vous avez besoin de poser votre préoccupation, nous sommes sur 082 068 099 6. Vous pouvez vous poser votre préoccupation et nous aurons le temps de vous répondre pour un peu achever notre émission dans une quiétude totale. Voilà. Nous avons tous compris que l'éducation aujourd'hui, les jeunes se lancent dans l'enseignement, mais nous avons aussi compris que au vie, bien que le jeune étudie, mais c'est presque rien, ça ne leur serve, ça ne serve à rien parce que les jeunes, tous ces voleurs que nous observons à l'académie, ils sont passés par les systèmes éducatifs, ils sont passés par les bancs de l'école. Et tout ça, c'est un problème, c'est un défi dont nous allons toujours relever dans notre cadre de cette émission pour un peu mettre fin comment nous allons nous mettre en accord pour permettre à ce que tous ces défis-là puissent être quand même résolus, bien qu'on on a pas assez de moyens, des possibilités pour un peu parachever, soit pour aboutir à tous ces problèmes. Mais nous allons, à travers cette émission, proposer des pistes et des solutions pour un peu mettre fin à tous ces problèmes sociaux qui font face à notre jeunesse de la province du Tanganyika et aussi de notre pays RDC.
Voilà, Monsieur Jacques, vous êtes avec moi dans notre numéro ici de cette émission et nous sommes dans la deuxième partie, presque à la fin de cette émission. Et aussi, aujourd'hui, les jeunes étudient, mais quand vous vous rencontrez avec un jeune aujourd'hui, même si les plans français, hein, un jeune qui vous parle vraiment un français, je ne sais pas, bon, il a appris à l'école, mais vous avez dit par rapport au système éducatif que nous devons revoir notre système. Et si on revoit notre système éducatif, est-ce que vous êtes sûr que les jeunes ici aussi doivent aussi améliorer? Parce qu'aujourd'hui, un diplômé qui a fini et quand vous lui dites de proposer, soit de vous faire un écrit, ici quelques tests en français, mais vous voyez que c'est chaotique. Maintenant, selon vous, est-ce que ce n'est pas les écoles qui contribuent à ça? Parce que la formation ici, ça dépend aussi des institutions, bien sûr. Parce qu'il y a des jeunes qui étudient aujourd'hui, nous avons des institutions, des formations, telles que lycée Amani, nous avons Monseigneur André Kassiba, nous avons aussi d'autres milliers, surtout d'autres institutions. Est-ce que la baisse ici de notre système éducatif, est-ce que les écoles ici en province ne contribuent pas à la baisse de notre système éducatif? Parce que quand vous rencontrez un diplômé qui ne connaît même pas parler le français, est-ce que c'est le problème de notre système éducatif ou soit c'est le problème des jeunes lui-même? Oui, c'est un sérieux problème. Oui, Pas plus tard que l'avant-hier, oui, j'étais dans l'auditoire ok. et j'essayais d'expliquer aux jeunes, Voilà, aux parce jeunes. que vous êtes d'abord cherché aussi, vous êtes Oui, enseignant, oui, oui. oui, Vous avez j'étais, l'expérience dans ça. oui, oui, pas plus tard que l'avant-hier, tel que je le disais, Oui, j'étais en train d'expliquer les jeunes dans l'auditoire oui, euh, qui avaient l'orthographe, tel que vous le mentionnez. J'ai communiqué un concept oui, et je devrais faire le tour de l'auditoire. J'ai retrouvé beaucoup plus les gens qui n'arrivaient pas à s'en sortir, l'orthographier comme il fallait. Et je suis revenu pour leur dire, voilà, ici à l'université, par exemple, nous sommes dans le domaine de la santé. oui, Euh, Comme je l'ai souligné avant, je suis assistant d'enseignement à l'école de santé publique. On n'a pas de grammaire français à enseigner à l'université. Et si vous avez failli à la compréhension, oui, comment s'en sortir à la conjugaison, à l'humanité, oui. vous ne vous en sortirez jamais. Et le problème, c'est quoi? C'est beaucoup plus des aspects. Les deux aspects, c'est quoi? Il y a la multiplicité des institutions d'encadrement qui, on commence à commercialiser l'enseignement. L'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, avec les institutions privées qui ne cherchent que la commercialisation de l'enseignement. Et pour eux, ils prennent les enfants comme des clients et non comme des individus, comme des responsables de l'avenir. Il en a besoin des élèves, il doit en avoir autant d'élèves et l'obligation de la réussite est même est mise en cause. L'autre secteur aussi, c'est l'acceptabilité de l'échec. Donc, aujourd'hui, vous vous rendrez compte que dans notre système éducationnel, le verbe échouer n'est plus facilement conjugué par l'étudiant, par l'apprenant. L'apprenant n'arrive plus à conjuguer le verbe échouer pour soi-même. Il préfère le conjuguer pour les autres personnes. Pour le dire, j'ai échoué, j'accepte, ça devient un problème. Vous retrouverez ces problèmes commencent depuis l'école maternelle où on commence, un parent qui vient dire non, laissez mon enfant, il va apprendre avec l'âge, il va apprendre avec l'âge. À l'école primaire, non, non laissez-lui, il va s'en sortir avant. Oui. De première en deuxième, il va s'en sortir, deuxième en troisième, il va s'en sortir, troisième en quatrième, il va s'en sortir. Vous retrouverez, vous êtes à l'université, et ça passe comme ça, vous retrouverez même pendant les défenses un étudiant qui ne fait presque rien. Et quand vous dites non, nous devons ajourner l'étudiant, des fois on peut se dire pourquoi il a réussi ces 5 ans, ces 3 ans, c'est aujourd'hui que vous devez les bloquer. Laissez-lui partir. Avec ce concept de laisser lui partir, vous laissez un enfant, c'est-à-dire vous produisez déjà un intellectuel qui a son diplôme d'une institution. Dans ce cas-là, c'est-à-dire l'enseignant là contribue maintenant à l'échec de notre système éducatif. Oui, ce n'est pas seulement l'enseignant, il y a aussi les parents. Parce qu'il y a des parents qui vous disent, nous avons beaucoup dépensé. Oui. Vous savez, j'ai beaucoup dépensé déjà, je ne me permettrai pas que je puisse encore redépenser même mon temps pour l'enfant. Il doit passer la promotion pour attendre à ce qu'il puisse s'en sortir avec le temps. Or, dans l'enseignement, c'est l'effet des complémentarités.
C'est-à-dire, ce que vous vous avez acquis en première primaire, vous en aurez la suite en deuxième, la suite en troisième, et vous êtes en train de devenir mature avec, avec des promotions, avec l'appui des enseignants de telle classe à telle autre classe. Mais si l'enfant n'a pas été en mesure de passer première, c'est qu'il ne s'en sortira jamais en deuxième. Et s'il n'a pas encore des connaissances de première, comment s'en sortir en troisième, quatrième? Vous vous retrouverez, vous êtes déjà à l'université, vous êtes un cadre, vous n'avez presque rien comme capacité de tenir face à des exigences scientifiques. C'est pourquoi vous retrouverez aujourd'hui dans nos environnements, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos établissements publics et politiques, on a des cadres qui sont incompétents, incapables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi cette possibilité de passer de promotion en promotion sans avoir une compréhension ou les capacités possibles qui lui permettent de passer la promotion. Et je peux souligner les plus grands problèmes. Imaginez quelqu'un qui aurait réussi son diplôme universitaire ou diplôme d'État, qu'on a présenté même pour lui, le diplôme d'État. Il est diplômé d'État en pédagogie, qui, ses capacités peuvent être résumées à 30%. Et s'il revient comme enseignant, qu'est-ce qu'il va produire? Vous voyez? C'est lui qui n'a pas même présenté l'examen des tests. Comment il peut enseigner quand même? Lui-même n'a pas présenté. Lui-même n'était pas en mesure. Il est universitaire, bien sûr, mais il n'est pas en mesure de mériter ses diplômes universitaires ou ses diplômes d'État qu'il a. Mais par le système, comme il a son diplôme déjà, il a l'obligation d'être embauché. Il peut avoir une possibilité d'être embauché quelque part. Les gens comme ça, ce sont des gens qui ont des opportunités, peut-être. C'est sûrement parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont intelligents, mais qui n'ont pas de boulot. Mais les moins intelligents sont beaucoup. C'est vraiment parce que quand on est intelligent, on a les exigences à donner. Je peux vous dire, je ne peux pas mériter tel paiement. Mais c'est lui qui se dit que c'est la chance pour lui. Il peut accepter n'importe quel traitement salarial. Et quand il accepte ce traitement salarial, ce qui veut dire il y aura aussi des difficultés dans la formation. On le dit toujours, les meilleurs élèves prennent au moins 75% de son maître. Et si le maître a au moins 35% de ses capacités, les 35 ans, on les convertit dans 100%. L'élève aura combien? Ça deviendra un sérieux problème. Voilà, M. Jack, nous sommes en train de finir notre émission rapidement là parce que le temps nous fait défaut. J'ai salué en passant Clément Keba qui nous suit, qui m'a envoyé le message ici. Il nous suit à travers la radio de la femme. Et puis, pour mettre à faire cette émission, nous avons une dernière préoccupation. Maintenant, au vu de tout ce que nous avons parlé ici par rapport à l'enseignement, l'éducation, et maintenant, est-ce que comment nous pouvons améliorer notre qualité d'enseignement dans les écoles, dans les universités, selon vous? Parce que vous êtes aussi enseignant, vous êtes aussi chercheur et aussi un cadre. Comment maintenant vous pouvez donner ici quelles sont les solutions peut-être pour améliorer notre enseignement, notre qualité? J'ai dit ici, j'ai souligné le terme qualité parce que ce n'est pas chaque enseignement qui est de qualité, mais aussi il y a de l'enseignement peut-être dans d'autres milieux mais qui ont quand même des qualités, mais aussi dans certaines écoles, bon, c'est chaotique, c'est compliqué. Maintenant, selon vous, vous êtes chercheur aussi, analyste, comment vous pouvez proposer ici des pistes de solutions pour améliorer notre système éducatif, notre qualité d'enseignement, tant sur les écoles, ici secondaires, soit primaires, aussi au niveau des universités? Oui, l'amélioration de la qualité, c'est un problème, une préoccupation multisectorielle. Ça veut dire, ce n'est pas une personne ou une institution qui peut se décider pour faire le tout possible qu'il y ait de la qualité, mais ça demande d'abord de la volonté individuelle. De la volonté individuelle, telle que je le disais. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème que l'apprenant puisse accepter de conjuguer le verbe échouer en commençant par soi-même. Ça veut dire, on devrait commencer à accepter l'échec, commencer à accepter que j'ai échoué et je dois reprendre. C'est un droit et ça devrait être aussi un devoir pour tout le monde d'accepter d'avoir échoué. Et non seulement aussi, les parents aussi devraient comprendre comment orienter les enfants.
c'est-à-dire, c'est ce qu'on est en train de dire. Chaque formation scientifique ou professionnelle n'est pas dédiée à tout le monde. On n'est pas tous formés ou tous créés pour devenir tels. Vous voyez, on n'est pas, même si on est des mêmes familles, même père, même mère, on ne peut pas devenir tous la même personne. C'est ça le Et problème on aussi. devrait commencer à détecter ses atouts par l'accompagnement de ses enfants, leur faire comprendre que on ne peut pas devenir toujours une grande personnalité tout en faisant ce que les autres ont toujours fait. Par exemple, il y a les dictons que faire toujours ce que tout le monde fait, c'est toujours mal faire. C'est toujours on devrait commencer à réfléchir comme ça. Et aussi, en créer, appuyer les structures d'entraide, les structures de l'accompagnement de la population, telles qu'on a réfléchi avec la vision de Madame Sandra, Oui. qui a ici comprendre qu'on peut aussi amener nos atouts. C'est-à-dire, nous avons compris, nous sommes intellectuels, nous avons fait les analyses et nous avons compris qu'il y a tel ou tel autre problème. Nous ne devons pas rester toujours dans des critiques. On ne peut pas toujours critiquer. On devrait aussi amener notre expertise dans la population, faire comprendre aussi comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Nous sommes intellectuels. On n'est pas là seulement pour critiquer l'État. L'État n'a pas fait ceci. Qu'est-ce que nous aussi on a fait? Qu'est-ce que nous avons contribué? C'est pourquoi nous sommes invités dans la population, d'appuyer cette population, d'appuyer l'État, de comprendre comment les vivre ensemble avec la fondation Sandra Cash qui est FONSAC. Voilà, merci. C'était notre invité du jour. Nous vous signalons que nous sommes en direct, mesdames et messieurs, sur la 96.8 FM. Nous sommes presque à la fin, je dis bien presque à la fin de cette émission présentée par Dieudonné Kassongo. Pour mettre fin à cette émission, nous disons merci à vous tous qui étaient scotchés, branchés, en train de nous suivre. Il y a ceux qui nous ont envoyé quand même des messages, soi-disant ils nous suivent en direct, bien qu'ils n'ont pas bien aussi contribué, soit posé des préoccupations. C'est considéré qu'ils ont bien suivi notre émission. Et c'est bon avec ça, mettre en application tous ces enseignements ici. Ça peut nous aider à éradiquer, soit à résoudre certains problèmes, certains défis que font face la jeunesse de notre province du Tanganyika, parce que nous parlons aujourd'hui de la jeunesse du Tanganyika. Je suis Dieudonné Kassongo qui vous a présenté cette émission, bien entendu, avec l'appui aussi de notre invité, M. Kahenga Jacques, qui est enseignant à l'université d'Académie. Je vous signale qu'il est aussi vice-coordonnateur de la fondation Sandra Cash depuis la province du Tanganyika. Merci à vous tous qui étaient scotchés, branchés avant de mettre point à cette émission. Mais c'est sûr que si vous pouvez, saluer 2 ou 3 personnes aussi pour un peu permettre à ce que nous puissions conclure notre émission. Rapidement là parce qu'on n'a pas assez de temps. Merci, M. Dieudonné. Comme nous sommes dans l'obligation de respecter notre environnement, Oui. l'on salue vraiment tous les auditeurs qui nous ont fait confiance et qui nous y serons en contact avec eux de temps en temps. Et aussi, nous tenons à présenter nos civilités, nos remerciements à Madame Sandra Cash pour cette possibilité de nous faire confiance, de nous léguer l'institution en province. Et nous saluons tout le monde et nous disons, nous y serons toujours à côté de la population du Tanganyika. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est en ces termes que nous bouclons cette émission, bien entendu dénommée Éco Libre Expression. C'est une émission présentée par Dieudonné Kassongo. Pour un peu résumer notre émission, nous avons parlé d'un sujet qui cadre avec notre communauté. Nous avons parlé du chômage et aussi nous avons parlé de l'éducation. Est-ce un défi pour notre milieu de vie? C'est en ces termes que nous avons vraiment bien compris avec notre invité qui était M. Jacques, qui nous a un peu facilité à comprendre ces défis ici, tant sur le plan éducation, également sur le plan aussi chômage. Et c'est en ces termes que nous bouclons cette émission. Je suis Dieudonné Kassongo et aujourd'hui, nous espérons que vous êtes tous scotchés. Et cette émission, c'est le premier numéro de ces mois et nous allons aussi débattre cette émission avec dans des sujets que nous allons aborder ensemble avec moi. Restez toujours scotchés et surtout ne zappez pas. Et aussi je salue la présence de Clément Keba qui nous suit depuis la ville d'Académie. Je salue aussi Immaculée Kakouji qui a marqué aussi sa présence ici en nous suivant depuis Kamaito.
Il y a aussi Pierre Kibamba qui nous a suivis, qui me dit nous sommes en train de vous suivre en direct. L'autre aussi qui me dit j'ai donné vraiment félicitations. J'aurais souhaité que vous m'invitiez aussi dans cette émission. Merci, c'est Jean-Marie. Les messages ici, voilà. C'est trop dire, mesdames et messieurs, mais j'espère que ça va être répétitif. Notre numéro, nous allons aussi parler les dimanches prochains. C'est notre rendez-vous dont nous vous fixons. Merci pour tous ceux qui ont prêté de l'oreille à cette émission. J'ai donné question, vous fixe un prochain rendez-vous. C'est après bientôt. Bye.